Le 11 mars 1907, à Kreisau, en Silésie, sur le domaine familial des von Moltke, un garçon voit le jour, Helmut James. Son arrière-grand-oncle était Helmut von Moltke l'Ancien, le plus célèbre feldmarschall de Prusse, l'architecte des victoires allemandes de 1866 et 1870. La famille s'attendait à ce que ce jeune homme serve également dans l'armée. Le nom Moltke, en Prusse, signifiait tout, honneur, devoir, excellence militaire. Mais Helmut James choisit une autre voie. Il devint juriste, droit international, droit de l'homme, état de droit. Il voulait empêcher les guerres, pas les gagner. Sa mère, Dorothy Rose Innes, était sud-africaine, une quakeresse, une pacifiste. Elle lui enseigna que la violence ne peut jamais être la réponse. Son père, Helmut von Moltke, le jeune, était un aristocrate libéral qui méprisait le nationalisme naissant. À Kreisau, Helmut grandit dans un monde qui plaçait la responsabilité avant le pouvoir. 23 janvier 1945, 38 ans plus tard, Plötzensee, Berlin. Le même homme se tenait devant le bourreau, le comte Helmut James von Moltke, âgé de 37 ans, était sur le point d'être pendu pour haute trahison. Son crime, il avait tenu des conversations, organisé des rencontres, réfléchi à l'avenir de l'Allemagne après Hitler. Aucune bombe, aucune arme, aucun attentat, seulement des idées. Pour cela, il mourut. Ceci est l'histoire de l'homme qui fut exécuté pour avoir pensé à la paix, l'histoire du comte qui planifia la succession d'Hitler et qui le paya de sa vie. Helmut James von Moltke grandit entre deux mondes. Un monde, la noblesse prussienne, la tradition militaire, la discipline de fer. Son arrière-grand-oncle avait mené les armées prussiennes à la victoire. Son nom seul signifiait quelque chose. L'autre monde, sa mère, Dorothy, était sud-africaine. Son père, un aristocrate libéral, rejetait le nationalisme sur le domaine de Kreisau, en Silésie. Helmut apprit très tôt que le pouvoir implique une responsabilité. Il étudia le droit à Breslau, Berlin, Vienne. En 1929, à l'âge de 22 ans, il se spécialisa en droit international, le droit entre les nations, les règles qui étaient censées empêcher les guerres. Il écrivit sa thèse sur les problèmes de nationalité. Une matière aride pour la plupart, pour Helmut, le fondement des droits de l'homme. En 1929, il rencontra Freya Deichmann. Elle avait 19 ans, était étudiante, intelligente, indépendante. Elle partageait ses convictions, son rejet du nationalisme, sa foi en la justice. Le 18 octobre 1931, ils se marièrent à Kreisau. Une petite cérémonie, famille et amis. Helmut avait 24 ans, Freya 21. Ils vivraient 13 ans ensemble, avant que l'histoire ne les sépare. En 1931, alors que de nombreux Allemands saluaient le national-socialisme, Helmut avertissait déjà, ce mouvement mène à la catastrophe. Il voyait ce que les autres ne voulaient pas voir. Le culte du Führer, l'idéologie raciale, le mépris du droit et de la loi, tout ce qu'il défendait serait détruit. Il refusa d'adhérer au NSDAP. En tant que juriste, en tant qu'aristocrate, en tant que chrétien, cette décision le marquerait à jamais dans l'Allemagne après 1933. Ne pas être membre signifiait soupçon, isolement, fin de carrière. En 1933, après la prise de pouvoir par Hitler, il ouvrit un cabinet d'avocats à Berlin. Il défendit les Juifs dont les biens étaient confisqués. Il aida les persécutés à quitter l'Allemagne. Et en 1939, au début de la guerre, il fut enrôlé dans la Wehrmacht. Non pas comme officier, mais comme conseiller administratif de guerre au haut commandement de la Wehrmacht, département étranger, défense. Là, au cœur de la machine de guerre allemande, Helmut von Moltke planifiait l'avenir.
L'avenir après Hitler, Kreisau, un domaine en Silésie, à 600 km au sud-est de Berlin, des forêts, des champs, un manoir du XVIIIe siècle. C'est là que Helmut vivait avec sa femme Freya et leurs deux fils, Helmut Kaspar, né en 1937, et Konrad, né en 1941. Et c'est là, à partir de 1940, que les réunions eurent lieu, le cercle de Kreisau. Pas un nom qu'ils s'étaient donné eux-mêmes, mais c'est ainsi qu'il devint connu plus tard. La Gestapo leur donna ce nom, d'après le lieu où la conspiration avait commencé. Qui venait à Kreisau? Peter York von Wartenburg, né en 1904. L'ami le plus proche d'Helmut depuis l'école, noble, conseiller du gouvernement royal prussien. Il gérait officiellement le bureau de contrôle des prix de la Prusse. Officieusement, il planifiait le renversement du régime. Peter était marié à Marion, comtesse York von Wartenburg. Elle faisait également partie de la résistance. Adam von Trott-Zussolz, né en 1909, diplomate au ministère des Affaires étrangères. Boursier Rhodes à Oxford, parlait un anglais parfait. Sa mission, avertir les Britanniques que tous les Allemands ne soutenaient pas Hitler, convaincre les Britanniques de négocier avec la résistance. Il échoua. Churchill refusa. Aucune négociation. Julius Lebert, né en 1891. Social-démocrate, ancien député du Reichstag, arrêté en 1933, 4 ans au camp de concentration de Sachsenhausen, torturé, brisé, mais pas vaincu. Libéré en 1937, il ouvrit un commerce de charbon à Berlin, couverture. En réalité, il organisait la résistance socialiste. Alfred Delp, né en 1907, prêtre jésuite, rédacteur en chef de la revue catholique Stimmen der Zeit. Il écrivait sur l'éthique chrétienne, la justice sociale, la dignité humaine. Chaque article était une critique voilée du régime. Eugen Gerstenmaier, né en 1906, théologien protestant, travaillait au bureau des affaires étrangères de l'Église. Il reliait l'Église protestante à la résistance. Après la guerre, il deviendrait président du Bundestag, mais en 1942, il n'était qu'un théologien qui risquait sa vie. Carlo Mierendorf, né en 1897, social-démocrate, écrivain, arrêté en 1933, 6 ans dans les camps de concentration. Osthofen. Burgemoor, Lichtenburg, libéré en 1939, il rejoignit immédiatement la résistance. En 1943, il mourut lors d'un bombardement allié sur Leipzig. Il survécut à la Gestapo, mais pas à la guerre. Harald Polschow, né en 1903, aumônier protestant des prisons de Plötzensee et Tegel, il s'occupait des condamnés à mort. Il entendait leurs derniers mots, leurs confessions, leurs espoirs. Et en secret, il faisait passer des lettres en contrebande. Entre les prisonniers et leurs familles, Helmut lui confierait plus tard sa vie. Theodor Stelzer, né en 1885, officier, plus tard officier de liaison en Norvège. Il utilisa sa position pour établir des contacts avec la résistance norvégienne. Après la guerre, il devint le premier ministre-président du Schleswig-Holstein. Mais en 1942, il n'était qu'un officier qui planifiait la haute trahison. Aristocrate, clerc, socialiste, intellectuel, conservateur. Gens de gauche, chrétiens des deux confessions, catholiques et protestants, des hommes qui, en temps normal, ne se seraient jamais assis à la même table, mais à Kreisau, alliés. Freya von Moltke organisait tout. Elle recevait les invités, cuisinait, veillait à ce que personne ne se doute de rien. Officiellement, des invités de week-end au domaine. Officieusement, une conspiration contre Hitler. De quoi parlait-il? Pas comment tuer Hitler. Cela, il le laissait à d'autres. Il planifiait ce qui viendrait après. Les rencontres avaient lieu surtout le week-end. Helmut invitait officiellement ses hommes comme des hôtes. Personne ne devait se douter de rien.
Ils arrivaient en train à Kreisau, descendaient à la petite gare et rejoignaient le domaine à pied. Freya les accueillait, leur montrait leur chambre. Puis, ils se rassemblaient dans le manoir. Ils s'asseyaient dans le grand salon, buvaient du thé et discutaient pendant des heures, parfois jusqu'au milieu de la nuit, mais les conversations qu'ils tenaient étaient de haute trahison. Thème: comment l'Allemagne devrait-elle être gouvernée après la chute d'Hitler? Les débats étaient intenses, aristocrates contre socialistes, catholiques contre protestants, conservateurs contre progressistes. Mais tous étaient d'accord sur un point: Hitler devait disparaître, et ce qui viendrait après ne devait jamais plus ressembler à ça. Helmut avait des principes clairs qu'il proposait comme base. Premièrement, plus de dictature, jamais la démocratie. Oui, mais avec des garanties contre l'extrémisme. Aucun parti ne devrait plus jamais obtenir le pouvoir absolu. Plus de lois d'exception qui permettraient l'avènement d'un dictateur. Deuxièmement, le fédéralisme, la décentralisation du pouvoir. L'Allemagne devait être divisée en petites régions autonomes. Pas de gouvernement centralisé à Berlin, qui pourrait à nouveau mener au fascisme. Troisièmement, l'éthique chrétienne comme fondement, la dignité humaine comme principe inviolable. Chaque être humain a des droits qu'aucun État, aucun gouvernement, aucun Führer ne peut lui retirer. Ce point était sujet à controverse. Les socialistes voulaient une constitution laïque. Mais Helmut insistait, sans fondement moral, toute démocratie se transforme en tyrannie. Quatrièmement, la justice sociale. Plus d'exploitation. Les travailleurs doivent avoir le droit à la parole. Les syndicats doivent être protégés. L'économie doit servir l'homme, et non l'inverse. Ce point a convaincu les socialistes. Cinquièmement, l'état de droit, des tribunaux indépendants. La séparation des pouvoirs, plus de tribunaux populaires, plus de jugements politiques. Les juges ne doivent être tenus qu'à la loi, et non au gouvernement. Sixièmement, la coopération internationale. L'Allemagne ne doit plus jamais être isolée, elle doit faire partie de l'Europe, faire partie d'un ordre international. Helmut rêvait d'une Europe unie, bien avant que l'UE n'existe. Ils appelèrent cela les principes de Kreisau. 3 grandes réunions eurent lieu, Pentecôte 1942, du 22 au 25 mai. La première réunion, 18 hommes discutèrent des fondements d'une nouvelle constitution. Helmut présenta ses premiers projets. Alfred Dell parla de la doctrine sociale chrétienne, Julius Leber des droits des travailleurs, Adam von Trott des relations internationales. Ils travaillèrent jusqu'à tard dans la nuit, écrivant, débattant, corrigeant. Octobre 1942, du 16 au 18 octobre. La deuxième réunion. L'ordre économique était le thème principal. Comment l'économie allemande devait-elle être organisée après la guerre? Capitalisme, socialisme, quelque chose entre les deux? Ils se mirent d'accord sur une économie sociale de marché, un terme qui ne deviendrait populaire que des années plus tard. En outre, la réforme de l'éducation. Les écoles doivent enseigner la démocratie, la pensée critique, et non l'obéissance. Et la punition des criminels de guerre. Ils dressèrent des listes, des noms, des crimes, des preuves. Ces documents allaient plus tard constituer la base des procès de Nuremberg. Pentecôte 1943, du 12 au 14 juin. La troisième et dernière réunion, la version finale des principes de Kreisau. 16 hommes, 3 jours, un document. C'était terminé. Le plan pour une Allemagne démocratique après Hitler. Helmut notait tout, les documents, les plans, les projets de constitution. Il les cachait dans le domaine, dans son appartement de Berlin, chez des amis, des copies. Partout des copies. Si la Gestapo en trouvait une, il y en avait d'autres. Mais il y avait un problème. Les Alliés ne voulaient pas négocier. Helmut essaya à plusieurs reprises de prendre contact. Adam von Trott voyagea en Suède, en Suisse, essaya de joindre les Britanniques.
La réponse? Capitulation sans condition. Pas de négociation avec les Allemands, pas même avec la résistance. Helmut écrivit à sa femme Freya en octobre 1941. « Nous savons que nous allons probablement tous mourir, mais nous devons quand même planifier. Car si nous ne savons pas pourquoi nous mourrons, alors l'Allemagne meurt vraiment. » 19 janvier 1944, 08h15. Des agents de la Gestapo arrêtèrent Helmut von Moltke dans son bureau au haut commandement de la Wehrmacht. Pourquoi? Officiellement, parce qu'il avait averti Otto Kipp que la Gestapo le surveillait. Kipp était un diplomate, membre d'un autre cercle de résistance. La vérité, la Gestapo était au courant de Kreisau depuis des mois. Ils attendaient juste le bon moment. Helmut fut emmené au quartier général de la Gestapo dans la Prinz-Albrecht-Straße. Interrogatoire, jours, semaines. Mais la Gestapo n'avait pas de preuves solides, pas de bombes, pas d'attentats, seulement des conversations. Puis vint le 20 juillet 1944. L'attentat de Stauffenberg contre Hitler échoua. Des centaines de conspirateurs furent arrêtés. Beaucoup d'amis d'Helmut étaient parmi eux. Peter York, Adam von Trott, Julius Leber. La Gestapo fouilla leurs appartements, leurs bureaux, et là, ils trouvèrent les documents, les principes de Kreisau, les projets de constitution, les noms. Maintenant, ils avaient des preuves. Helmut von Moltke écrivit des lettres à sa femme Freya depuis sa cellule de prison, des centaines de lettres, en secret, grâce au pasteur de la prison, Harald Poelschow. Poelschow rendait visite aux prisonniers, écoutait leurs confessions, leur apportait du réconfort, et il faisait passer des lettres, de minuscules bouts de papier, enroulés dans du papier à cigarette, cachés dans des livres, cousus dans des vêtements. Les lettres d'Helmut à Freya sont aujourd'hui des documents historiques. Elles ont été publiées après la guerre. Elles montrent un homme qui savait qu'il allait mourir, mais qui n'a jamais renoncé à ses principes. Une lettre du 25 janvier 1944. Et 6 jours après son arrestation, ma chère Freya, je suis assis dans une cellule de 3 mètres sur 2 mètres, un lit, une table, une chaise, pas de fenêtre, seulement une ampoule qui brille toute la nuit. Ils veulent que je craque, mais je pense à toi, à nos fils, à Kreisau, et je sais pourquoi je me bats. Une lettre d'août 1944, après l'attentat manqué du 20 juillet. Ma chérie, ils ont maintenant toutes les preuves, les documents, les noms, les plans. Ils savent tout, mais je ne regrette rien. Je n'ai jamais posé de bombe, jamais fait de plan pour tuer Hitler. Mon crime est d'avoir réfléchi, d'avoir osé imaginer une Allemagne meilleure. Si c'est de la haute trahison, alors je suis coupable. Une lettre d'octobre 1944. Il me demande sans cesse « Pourquoi? Pourquoi ai-je risqué mon nom, ma famille, ma vie ?» Et je réponds « Parce que le silence signifie complicité. Parce que ne rien faire signifie consentement. » Je ne pouvais pas rester les bras croisés à regarder l'Allemagne sombrer dans l'abîme. Je devais agir. Même si ce n'était que des conversations, même si ce n'était que des idées. Une lettre de décembre 1944. Freya, j'ai peur, pas de la mort, mais que tout ait été vain, que nos idées meurent avec nous, que l'Allemagne n'apprenne jamais qu'il y a eu des hommes qui pensaient différemment. Conserve les documents, parlant à nos fils. Oh, qu'ils sachent que leur père est mort pour une juste cause. Freya recevait chaque lettre, la lisait en secret, la cachait. Après la guerre, elle les publierait toutes. Le monde entier saurait qui était réellement Helmut von Moltke. 10 janvier 1945, 09h, Volksgerichtshof, Berlin. Helmut von Moltke fut conduit dans la salle d'audience. Juge, Roland Freisler. Le juge sanguinaire tristement célèbre d'Hitler. Freisler, 51 ans, ancien communiste.
puis national-socialiste ardent, président du Volksgerichtshof depuis 1942, responsable de plus de 2600 condamnations à mort. Il était connu pour ses procès spectacles, ses hurlements, ses insultes, ses humiliations. Les accusés pouvaient à peine se défendre. Il les interrompait, leur criait dessus, les raillait. Helmut comparut devant le tribunal en civil. Pas d'avocat, pas de droit à la défense, pas le droit d'appeler des témoins. Rien. Freisler lut l'acte d'accusation. Graf Helmut James von Moltke, vous êtes accusé de haute trahison, de préparation d'un coup d'État, de planification d'un gouvernement fantôme, de conspiration contre le Führer. Comment plaidez-vous? Helmut répondit calmement. Non coupable. Je n'ai jamais voulu tuer Hitler. Je n'ai jamais planifié de coup d'État. Je n'ai fait que réfléchir à l'avenir. Freisler hurla. Mensonge, vous avez organisé des réunions sur votre domaine de Kreisau, vous avez rassemblé des conspirateurs, vous avez planifié un gouvernement fantôme, vous avez préparé la succession d'Hitler, vous êtes un traître au peuple allemand. Helmut resta calme. J'ai invité des amis, nous avons parlé de principes, de droits de l'homme, d'état de droit, de valeurs chrétiennes. Ce n'est pas un crime. Freisler devint encore plus fort. Christianisme, valeurs chrétiennes, nous y voilà. Vous êtes chrétien, Moltke, c'est votre véritable crime. Votre loyauté ne va pas au Führer, mais à un charpentier juif de Palestine. Vous avez placé l'éthique chrétienne au-dessus des intérêts allemands. Vous avez placé Dieu au-dessus du Führer. Helmut ne dit rien. Il se contenta de sourire. Freisler explosa. Vous souriez? Vous osez sourire dans cette salle d'audience? Je vais vous dire ce que vous êtes, Moltke. Vous êtes un ennemi du national-socialisme. Et savez-vous pourquoi? Parce que le national-socialisme et le christianisme sont incompatibles. Nous n'avons pas besoin de chrétiens qui parlent de morale, de dignité humaine, de justice. Nous avons besoin d'hommes allemands qui obéissent au Führer, et c'est précisément à ce moment qu'Helmut comprit. Freisler avait dit la vérité. Il ne mourrait pas à cause de ses plans, pas à cause de Kreisau, pas à cause des documents. Il mourait parce qu'il était chrétien. Le procès dura 4 heures. Freisler lut des preuves, les principes de Kreisau, des lettres, des témoignages d'autres conspirateurs qui avaient témoigné sous la torture. À 13 heures, Freisler prononça le verdict. Mort par pendaison, exécution immédiate. Helmut fut emmené. Retour à la cellule. Là, il écrivit une dernière lettre à Freya. Il y était écrit « Ma très chère Freya ». Freisler m'a fait aujourd'hui le plus beau des cadeaux. Il m'a montré pourquoi je meurs réellement. Pas à cause de Stauffenberg, pas à cause de quelconque plan politique. Je meurs en tant que chrétien. Je meurs parce que je crois en quelque chose de plus grand qu'Hitler, que l'Allemagne, que le Reich. Je meurs parce que je crois en Dieu, en la dignité humaine, en la justice. Et ça en vaut la peine. Il est digne de mourir pour ça. Le verdict, mort par pendaison. Exécution dans 13 jours, 23 janvier 1945, 18 heures, Plötzensee, Berlin, salle d'exécution. Graf Helmut James von Moltke fut conduit dans la pièce. Pas d'uniforme, pas de costume d'aristocrate, juste un simple costume civil. Le bourreau attendait, la corde était prête. Helmut priait à voix basse, une prière chrétienne. Puis il fut pendu, 37 ans, juriste, chrétien, aristocrate, visionnaire, mort pour avoir réfléchi à la paix. Freya von Moltke reçut une dernière lettre. Helmut l'avait écrite peu avant son exécution. Il y était écrit « Ma très chère Freya, dans quelques heures, je vais mourir, mais je ne suis pas triste. Freisler m'a montré pourquoi je meurs. Pour ma foi, pour mes convictions, pour l'avenir que je souhaitais pour l'Allemagne. Que nos fils sachent que leur père est mort parce qu'ils croyaient au bien. C'est suffisant. Freya survécut à la guerre. Elle quitta Kreisau en février 1945, peu avant l'arrivée de l'Armée rouge.
Elle emporta les documents les plus importants, les principes de Kreisau, les lettres d'Helmut, les projets de constitution. Elle les cacha, les conserva. Après la fin de la guerre, elle publia tout, mais Helmut ne fut pas le seul à mourir. Peter York von Wartenborg, l'ami le plus proche d'Helmut, fut pendu le 8 août 1944. Après l'attentat manqué du 20 juillet, il avait activement collaboré avec Stauffenberg. Freisler le condamna à mort. Les dernières paroles de Peter à sa femme Marion. Nous avons essayé de faire ce qui était juste. Adam von Trott zu Solz fut pendu le 26 août 1944. Lui aussi avait été arrêté après le 20 juillet. Freisler lui hurla dessus, le traita de traître. Adam resta calme, se défendit avec dignité. Cela ne servit à rien. Mort par pendaison. Julius Leber fut pendu le 5 janvier 1945. Il avait survécu à 4 ans au camp de concentration de Sachsenhausen pour mourir à Plötzensee en 1945. Ses derniers mots: pour un avenir meilleur. Alfred Delp, le prêtre jésuite, fut pendu le 2 février 1945. Freisler lui offrit la liberté s'il quittait son ordre jésuite. Alfred refusa. « Je préfère mourir en tant que jésuite que vivre en tant que traître à ma foi. » Eugen Gerstenmaier survécut. Il fut condamné à mort, mais le jugement ne fut pas exécuté. En 1945. Les Alliés le libérèrent. Après la guerre, il devint président du Bundestag de 1954 à 1969. Il parlait souvent de Kreisau, d'Helmut, de l'importance de la résistance. Harald Polschow survécut également, le pasteur de prison, qui avait fait passer clandestinement les lettres d'Helmut après la guerre. Il continua son travail. Il mourut en 1972 à l'âge de 69 ans. Jusqu'à sa mort, il parla des hommes qu'il avait soignés à Plötzensee. Les hommes qui étaient morts pour leurs convictions. Theodor Stelzer survécut. Il fut arrêté mais pas exécuté. En 1945, les Britanniques le libérèrent. Il devint le premier ministre-président du Schleswig-Holstein. Aida à la reconstruction de l'Allemagne. Parmi les membres les plus importants du cercle de Kreisau, seuls 3 survécurent: Gerstenmaier, Polschow, Stelzer. Les autres périrent, pendus, fusillés, assassinés dans des camps de concentration. Mais leurs idées survivent. Les principes de Kreisau furent étudiés. Historiens, politiciens, juristes les lurent, et ils constatèrent qu'en 1942, Helmut von Moltke avait planifié la démocratie allemande, celle qui devint réalité en 1949. La loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne porte les idées de Kreisau, le fédéralisme, la dignité humaine, la séparation des pouvoirs, la justice sociale, la coopération internationale. Article 1. La dignité humaine est inviolable. Helmut aurait pu l'écrire. Article 20. La République fédérale d'Allemagne est un État fédéral démocratique et social. Fédéralisme et justice sociale, exactement comme le voulait Kreisau. Helmut mourut en 1945, mais ses idées vivent. Aujourd'hui, Kreisau est un lieu de mémoire. Le domaine est un lieu de rencontre internationale. Des jeunes de toute l'Europe s'y rendent pour parler de démocratie, de droits de l'homme, de paix. Exactement ce pourquoi Helmut est mort. Mais voici la question qui demeure. Pourquoi presque personne ne connaît cette histoire? Klaus von Stauffenberg est célèbre, Sophie Scholl est connue, mais Helmut von Moltke, l'homme qui a conçu l'avenir démocratique de l'Allemagne, oublié, peut-être parce que son histoire est incommode. Il n'a pas utilisé de bombes, il n'a pas mené de lutte armée. Il a fait quelque chose de bien plus dangereux. Il a pensé. Et pour un État totalitaire, un homme qui pensait plus dangereux que 1000 bombes, Helmut James von Moltke mourut le 23 janvier 1945 à Plötzensee. Son corps fut jeté dans une fosse commune. Aucune cérémonie, aucune pierre tombale, rien. Mais en 1945,
La guerre prit fin, l'Allemagne était en ruine, et les survivants durent reconstruire le pays. Freya von Moltke remit les documents de Kreisau aux Alliés. Les politiciens qui gouvernèrent l'Allemagne après la guerre les étudièrent. Konrad Adenauer, le premier chancelier fédéral, connaissait les principes de Kreisau. Theodor Heuss, le premier président fédéral, avait été en contact avec des membres du cercle de Kreisau. Eugen Gerstenmaier, qui avait survécu à Kreisau, devint président du Bundestag. Les idées pour lesquelles Helmut est mort devinrent réalité. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'Allemagne est une démocratie fédérale régie par l'État de droit, d'inspiration chrétienne, à vocation sociale, exactement comme Helmut l'avait planifié, mais il ne l'a pas vécu. Il est mort avant de pouvoir le voir. Freya von Moltke vécut jusqu'en 2010. Elle atteignit l'âge de 98 ans. Elle survécut 65 ans à Helmut. Elle émigra aux États-Unis après la guerre, mais retourna régulièrement en Allemagne. À Kreisau, au lieu de mémoire, elle donna des interviews, fit des conférences, parla avec des jeunes. Jusqu'à sa mort, elle parla de Helmut, de Kreisau, de l'importance de la résistance. Elle déclara un jour dans une interview en 2008, 2 ans avant sa mort, « Helmut n'est pas mort en vain. Chaque fois qu'un Allemand peut exprimer librement son opinion, chaque fois qu'un tribunal juge indépendamment, chaque fois que la dignité humaine est respectée, Helmut continue de vivre. Il voulait une Allemagne où les gens peuvent penser, où les idées ne sont pas mortelles, où la paix est possible. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et elle a raison. Si cette histoire vous a apporté quelque chose, si vous souhaitez en savoir plus sur ces héros oubliés de la résistance, soutenez cette chaîne avec un super thanks. Chaque contribution nous aide à continuer à raconter ces histoires importantes, afin qu'elles ne soient jamais oubliées. Ceci est l'histoire de Helmut James von Moltke, un homme qui a été exécuté parce qu'il pensait à la paix, un aristocrate qui est mort pour la démocratie, un chrétien qui n'a jamais renoncé à ses convictions. Il n'a pas laissé de bombes, pas d'attentats spectaculaires, seulement des idées, mais les idées survivent plus longtemps que les bombes. L'Allemagne est aujourd'hui ce que Helmut souhaitait, une démocratie fondée sur les droits de l'homme, l'état de droit et la justice sociale. C'est pour cela qu'il est mort, et c'est pour cela qu'il ne devrait jamais être oublié. Connaissez-vous quelqu'un dans votre famille qui a résisté pendant les années sombres? Quelqu'un qui a fait preuve de courage alors que d'autres se taisaient? Partagez leur histoire dans les commentaires. Ces histoires doivent être racontées afin qu'elles ne soient jamais oubliées.